Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Mesdames et messieurs les personnes du public, je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent de chez eux, bien installés et à l'abri du vent. Je vais vous demander de bien vouloir procéder à la désignation du secrétaire de séance et si personne ne se propose, je vous propose Monsieur Varocki. Est-ce que quelqu'un est contre cette désignation? S'abstient? Je vous remercie. Monsieur Varocki est donc désigné secrétaire de séance pour le conseil municipal de ce soir. Je vais à présent procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal et vérifier ainsi le quorum. Monsieur Graf Pascal. Présent. Madame Messel Yolande. Présente. Monsieur Zorzut Jérôme. Présent. Présent. Monsieur Varocki Roland Vincent. Présent. Présent. Madame Pellissier Sylvie. Présente. Madame Petitbois Pascal, procuration à Monsieur Graff. Madame Covy Brigitte. Présente. Monsieur Dro Alain. Présent. Monsieur Fleury Michel. Présent. Monsieur Sine Nicolas. Présent. Madame Gall Marie-Paul, procuration à Madame Messel. Madame Bessy Marie-Christiane. Présente. Monsieur Justy Jacques, procuration à Monsieur Fleury. Madame Guérin Carole, procuration à Monsieur Bouchard. Monsieur Casabianca Fabien, absent. Madame Laforêt Sylvie, présente. Monsieur Saillé Jérôme, présent. Monsieur Reboul Régis, procuration à Monsieur Saillé. Monsieur Duira Denis, procuration à Monsieur Choiselat. Monsieur Coutin Denis. Ah, j'ai raté, pardon. Madame Avinens Marie-Christine, désolé. J'ai sauté une ligne, je suis passé directement à Monsieur Reboul. Présente. Merci Madame Avinens. Monsieur Coutin Denis, donc je répète, présent. Et Monsieur Choiselat Jean-Pierre, présent. Nous sommes 16 présents, donc le quorum est atteint. Nous pouvons siéger en toute légalité. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2023, qui vous a été envoyé dans la liasse des documents de séance. Quelqu'un a-t-il des questions ou des commentaires à faire concernant ce procès-verbal? Je vous remercie. Avez-vous donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant à la présentation des rapports et donc à proprement parler à l'ordre du jour de ce conseil municipal et effectivement traiter des décisions prises sur délégation permanente par moi-même. Donc, je vais vous éviter une lecture exhaustive de toutes les décisions et procéder par bloc. Donc, la première décision concerne l'attribution du marché subséquent numéro 3 concernant la fourniture et l'acheminement d'électricité et les prestations de services associées pour la commune de Bagnols-en-Forêt pour l'année, pour l'année 2024. Ces prix pourront être révisés si effectivement ils sont en cours d'année plus avantageux pour la commune, puisqu'il y a des clauses de revoyure qui permettent de réajuster en fonction
du prix du marché. Ensuite, il y a 4 décisions du maire qui concernent des demandes de subvention. Je n'entre pas dans les détails, ce sont des demandes de subvention d'investissement à l'État, à la région. Voilà. Et les 2 dernières décisions du maire concernent des conventions pluriannuelles, donc une convention pluriannuelle de pâturage mise en œuvre donc dans le cadre de la mesure compensatoire à Garoute. C'est-à-dire qu'on a signé une convention avec la bergère qui a des troupeaux sur le territoire municipal pour qu'elle puisse utiliser le secteur de Garoute pour faire paître ses brebis et donc participer à l'entretien et à l'entretien de ces parcelles. Et ensuite, c'est une convention pluriannuelle avec la société de chasse La Bagnolaise, toujours dans le même cadre. C'est pour permettre à cette société de chasse d'utiliser le secteur de la Garoute pour continuer à pratiquer des battues ou la chasse au petit gibier. Donc, toujours dans le cadre de ces mesures compensatoires environnementales. Donc, ces conventions sont tripartites. Elles concernent l'ONF, qui est gestionnaire de la forêt soumise, la commune et la bergère ou la société de chasse. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces décisions du maire ? Donc là, Monsieur Coutin. Monsieur Coutin, juste une question, une demande de précision concernant les demandes de subvention pour le CLSH, donc le centre de loisirs sans hébergement, si je m'abuse. Donc je veux savoir s'il y a un projet, parce que la dernière fois nous avons abordé le sujet, on était encore à l'étude, on va dire. Donc là, si vous faites des demandes de subvention, c'est qu'il y a quelque chose d'abouti ou non? Non, il n'y a encore rien d'abouti, puisqu'on vous a expliqué qu'on fonctionnerait sur un appel à projet. Donc là, on est en train de faire un cahier des charges, de rédiger un cahier des charges, pour que les bureaux d'études d'architecture puissent savoir quel est le dimensionnement du projet et quelles sont effectivement les surfaces que l'on désire, les installations que l'on désire. Et ce n'est qu'à l'aboutissement de ce cahier des charges, enfin, à la rédaction de ce cahier des charges définitif, que l'on soumettra effectivement, que l'on ouvrira cet appel à projet pour recueillir des candidatures. Et en fonction du nombre de candidatures, je pense qu'on s'arrêtera à 3 candidatures parmi toutes celles qu'on recevra. Et à ce moment-là, il y aura effectivement, on pourra avoir déjà un début de réponse à la tournure, ou en tout cas les visuels que le projet pourra représenter. Pour ces demandes de subvention auprès de la DETR ou de la région, vous n'êtes pas soumis à un projet déjà, ou c'est une simple intention suffit? On a dans le cadre du PPI, on a donc déterminé des sommes, et donc c'est sur la base de ces sommes qu'on demande effectivement. Simplement sur la base des sommes? Oui, tout à fait. C'était simplement une précision que je voulais avoir, parce que je m'étonnais aussi de ne pas avoir une demande de subvention auprès de la CAF. La CAF, c'est une fois que le projet est établi, on va dire. C'est différent, les demandes de subvention à la CAF. Le problème de la CAF, c'est que le dossier a pris un peu de retard, c'est-à-dire qu'il s'est glissé sous une pile, et donc ça apparaît pas à ce niveau-là. C'est pas encore une décision, puisqu'effectivement, on n'a pas encore eu de réponse de la CAF. Parce que ça n'a pas été traité. J'étais un peu surpris, effectivement, qu'une simple intention suffisait à cette demande de subvention. Bonsoir, Jérôme Saillet. J'espère juste, comme on l'avait déjà évoqué plusieurs conseils en arrière, qu'on soit dans la boucle au moment de la création de ce projet pour justement voir un petit peu à quoi ça va ressembler, l'impact qu'il peut avoir aussi bien en positif qu'en négatif sur les bagnolets, parce qu'on a éventuellement des bruits qui courent, négatifs, positifs, et ça serait bien de justement voir avant et trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Oui, enfin,
tout le monde va s'y retrouver, Monsieur Saillet, puisqu'on agit tous dans l'intérêt général. Je l'espère bien. Vous aussi bien que moi. Donc je pense qu'on va tous s'y retrouver et qu'effectivement, les projets qui seront retenus iront aussi bien financièrement qu'au niveau de la réalisation, dans l'intérêt de la commune, des finances communales et des enfants de notre commune. Oui, mais à un moment donné, c'est vrai que vous associer à un niveau comme celui-là n'a pas d'intérêt, puisque rien n'est acté encore. Mais je pense. Enfin, non, mais c'est pour le futur, voilà. C'est pour que les personnes qui soient lésées, que ça soit le foot, le tennis, le centre aéré, enfin peu importe, mais voilà. En fait, le problème, c'est que là, vous parlez, parce que j'entends derrière ce que vous dites, effectivement, les éléments. Là, quand vous parlez de personnes qui seraient lésées, je rappelle que les installations sont des installations municipales. Ce ne sont pas des installations privées, que ce soit le foot, que ce soit le tennis. Ce sont des installations municipales qui ont été payées avec des fonds publics. Donc, de fait, elles sont sous gestion municipale. C'est pas, donc, on ne laisse personne. Si à la rigueur, on laisse quelqu'un, c'est la commune. Et donc, de fait, on fera dans l'intérêt général, et il n'est pas, je le répète et je le dis clairement pour tous ceux qui nous écoutent, il n'est pas possible de ne pas faire ce CLSH sous le prétexte qu'on léserait qui que ce soit. Parce qu'à un moment donné, ce CLSH est un vrai besoin pour les familles, un vrai besoin pour la jeunesse bagnolaise. Donc à un moment donné, on va apprendre effectivement à vivre ensemble, à cohabiter dans un espace restreint, puisque la MTL effectivement est un espace restreint. On va apprendre à vivre ensemble, et je pense que c'est le but de toute collectivité et communauté, le vivre ensemble. Donc, au bout d'un moment, vous le savez vous-même, on résiste au changement. Donc, tout ce qui existe actuellement, on ne voudrait pas que ça bouge, on ne voudrait pas que ça change. Là, oui, effectivement, le CLSH va s'implanter à cet endroit. Il n'y a pas d'autre endroit, à moins qu'on le fasse hypothétiquement dans le prochain mandat, si je suis réélu. Mais là, en l'occurrence, c'est maintenant qu'il le faut, rapidement. Donc le seul endroit suffisamment utilisable, c'est la MTL, c'est le secteur de la MTL, voilà. Mais on va apprendre effectivement à harmoniser les pratiques, à ne pas gêner effectivement, ou à penser que la cohabitation doit se faire de la meilleure façon. Vous avez raison, Monsieur Saillet, je vous rejoins, et on ne cherchera à léser personne. D'autres questions concernant ces décisions municipales? Donc là, il n'y a pas besoin, effectivement, il n'y a pas besoin de vote. On vous demande de prendre acte de ces décisions. Nous passons au rapport suivant. L'approbation d'une convention cadre de prestation de services relative à la gestion des équipements et du service public de DECI avec la communauté de communes. Et je vais donner la parole à Monsieur Zorzut, adjoint à la sécurité. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais vous présenter 3 rapports successifs qui ont tous le même thème, qui est en relation avec la défense extérieure contre les incendies. Alors, le premier rapport que je vais présenter, qui est le rapport numéro 3, c'est vraiment lié à la convention cadre de prestation des services relatifs à la gestion de ces équipements avec la communauté de communes. Alors, pour rappeler, la défense extérieure contre les incendies, c'est tout ce que l'on voit régulièrement à côté de nos routes. Ce sont les poteaux incendies, qui s'appellent des points d'eau incendie. Donc, on a des poteaux, des bouches, des réserves incendies. Et tous ces aménagements extérieurs qui restent aujourd'hui toujours de la responsabilité du maire, dans le cadre de son pouvoir de police. On souhaite non pas transférer cette compétence à la communauté de communes, mais faciliter la gestion de tous ces points d'eau afin de partager donc les frais liés à la gestion des services et optimiser les dépenses afférentes aux travaux. Alors je ne sais pas si vous avez lu la convention cadre qui va nous lier à eux.
En soi, ça va nous permettre, ils ont des outils informatiques pour tester la faisabilité, pour pouvoir ajouter des différents hydrants sur la commune, et ils ont aussi en fait la parfaite connaissance du réseau d'eau, puisque la défense extérieure, on utilise l'eau potable pour éteindre les feux. Donc en fait, en grande majorité du temps, en fait, c'est l'eau potable qui alimente nos poteaux, et c'est la raison pour laquelle on souhaite faire une convention avec eux. Si vous avez des questions avant de la soumettre au vote. Oui, Denis Coutin, toujours. Donc, concernant effectivement cette délégation de service, c'est un peu normal, effectivement, dans le cadre où ça suit la délégation de l'eau potable, bien évidemment. Ça semble logique. Donc, je pense que toutes ces tâches étaient jusqu'à présent dédiées à nos employés communaux qui géraient cet entretien, qui géraient ou des entreprises privées auxquelles on faisait appel pour ce genre de choses. Donc là, ça va être sous contrat avec la communauté de communes. Si je l'ai bien compris, si j'ai bien lu tout le document, y compris des protocoles de travaux, enfin, ainsi de suite, qui sont détaillés dans les rapports qui suivent. Donc là, nous n'avons plus la main mise, on va dire, sur ce réseau. Non, c'est un partenariat, hein. Quoi qu'il en soit, ce que je vous ai dit, en fait, ce n'est pas une délégation de compétences, c'est une convention. Aujourd'hui, la communauté de communes a engagé du personnel qualifié pour la gestion de ces poteaux avec la connaissance nécessaire. Et pourquoi il y a cette évolution, c'est que aussi la réglementation a évolué dans ce sens avec la mise en place du règlement départemental DECI qui impose des règles bien strictes en termes d'hydrant, de poteaux pour couvrir le risque sur la commune, et on fait appel à leur connaissance et à leurs compétences. C'est surtout en fait en termes de faisabilité. Vous avez vu que dernièrement on a délibéré en conseil municipal pour mettre différents poteaux sur le domaine. On avait conventionné avec eux, et aujourd'hui tous ces accords, ça demande une certaine spécificité, aussi bien dans le terme de rédaction de la convention, d'aller tester ces poteaux, de les réceptionner. Et aujourd'hui, en fait, il a été décidé d'employer quelqu'un de spécifique pour gérer tous ces hydrants. Oui, donc on garde quand même la main sur l'ensemble du réseau, ou on le délègue totalement? Non, on garde la main, puisqu'en fait, si vous avez relu la convention, on doit se voir au minimum une fois par an, oui, voilà, avec un représentant de la commune et le représentant DECI de la communauté de communes. Et avec eux, on travaillera sur la faisabilité, et c'est nous qui décidons de l'évolution des zones qui sont en déficience hydraulique, pour pouvoir augmenter le réseau quand cela est possible. Voilà, enfin, mes propos, c'est simplement pour arriver à la responsabilité, ni plus ni moins la responsabilité de notre commune et de Monsieur le maire. Hein, c'est simplement dans un but constructif, hein, dans la mesure où Monsieur le maire a la police, les droits de police, on va dire, par rapport à tout ça. Et dans les textes, il existe aussi une possibilité de déléguer ce droit de police à la communauté de communes, si on délègue aussi la gestion de notre réseau. Voilà, il faut bien qu'on soit bien clair là-dessus, et qu'on ne soit pas gêné par rapport à ça. C'est simplement constructif. Si vous reprenez bien en tête, hein, ce type de conventionnement n'entraîne pas un transfert de compétences, mais une délégation de gestion. Voilà, hein, en soi, on garde la compétence et on est maître de nos choix. C'est la nuance qu'il faut, et soit bien clair. Et on souhaite garder cette compétence. Oui, justement, voilà, c'est pour ça que je préfère que ce soit bien clarifié, puisque tout est lié. D'accord là-dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, non seulement la défense incendie, ça permet de protéger nos habitats, mais aussi ça permet aussi de développer l'urbanisme. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on garde aussi cette compétence, parce qu'à partir du moment où on développe des zones avec différents poteaux pour lesquels les villas ne pouvaient pas être couvertes au risque, elles ne pouvaient pas étendre leur extension de villas ou construire ou faire des détachements parcellaires. Et on souhaite maîtriser cette compétence. Okay. Et donc on avait estimé le coût que nous avions annuellement, on va dire, au niveau de l'entretien de notre réseau, et le coût que ça va nous coûter par la convention qui est signée. Ça fera partie du rapport numéro 2 pour le coût, pour la gestion le rapport numéro 4, pardon. Oui. On en reparlera dans le prochain rapport. Là, c'est juste la convention, et après, si vous voulez, on rentrera dans les détails sur. C'est rationnel, on va dire. Oui, c'est rationnel. C'est rationnel.
On en reparlera. Je répondrai à cette question plus précisément pour la gestion des hydrants. Pour compléter l'intervention de M. Zorzut, je tiens à préciser qu'on est dans un contexte où la majorité des réseaux sont communs. Ils appartiennent à la régie des eaux et ils appartiennent aussi à la commune. Et où les leviers financiers, c'est-à-dire les travaux à engager, sont très importants. Donc ce partenariat ou ce conventionnement nous permet à un moment donné d'alléger la facture pour la commune et de bénéficier d'une ingénierie, c'est-à-dire d'un personnel dédié et qualifié, pour définir effectivement les zones qui nécessitent une installation pour la défense incendie, hein, vous le savez, suite au feu hors norme de Gonfaron. Il y a des recherches en responsabilité qui ont été menées contre des maires et des maires qui ont été mis en cause pour non prise en charge de la DECI de leur territoire. Donc oui, actuellement, on essaie effectivement sur le territoire de la CCPF d'avoir une action concertée, parce qu'eux connaissent le réseau, nous on connaît le territoire, pour effectivement définir en priorité quelles sont les zones à défendre et effectivement quels sont les travaux à programmer pour répondre aux besoins de sécurité de nos administrés. Nous sommes bien d'accord là-dessus, c'est clair. Hein. C'est bien pour ça que je parlais de rationalisation des coûts et surtout de responsabilité vis-à-vis de ces installations, hein, qui est celle encore du maire et qui restera celle du maire d'après cette convention. Donc. Et un complément, hein, la convention a une durée de validité qui est de 3 ans. Avez-vous encore des questions? Avez-vous ou des commentaires? Nous allons donc procéder au vote. Monsieur Saillé? Non, c'est bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Je laisse la parole à Monsieur Zorzut pour le rapport suivant. Merci, Monsieur le maire. Donc, on est toujours sur le même thème, hein, puisque cette fois-ci, en fait, on est la convention. Une fois qu'on a conventionné, maintenant, on souhaite mettre l'approbation du contrat de la prestation d'assistance, de contrôle et d'entretien entre la commune et la communauté de communes pour la gestion de ces hydrants. Donc ça passe par 4 points. Hein. Ça passe en termes généraux, c'est l'assistance générale à la conception et le suivi des poteaux incendies. En fait, ça nous permet en fait de savoir si on peut réaliser et positionner de nouveaux hydrants sur ce secteur. C'est l'assistance à la réception technique, puisque une fois qu'on a fait le dossier de faisabilité, on doit réceptionner cet hydrant. C'est l'assistance à l'amélioration de l'existant. C'est à l'assistance à l'instruction de permis de construire, et ça c'est vraiment régulier. Hein. On travaille en collaboration directe avec le service de l'urbanisme, puisque en fait il m'interroge et j'interroge aussi les services sur la faisabilité d'extension pour savoir si sur cette zone-là on peut augmenter la zone habitable. Et si c'est le cas, on pourrait remettre un hydrant sur ce secteur. Et aussi, c'est aussi le contrôle technique triennal. Tous les 3 ans, en fait, on doit contrôler l'intégralité de nos hydrants. Alors sur la commune, il y a à peu près 110 hydrants, une dizaine de bouches à incendie et quelques réservoirs à contrôler. Donc ça doit être fait tous les 3 ans et rentrer dans un logiciel spécifique qui est le logiciel Remocra que tout le monde peut consulter pour voir si son secteur est bien couvert par rapport au risque incendie. Et c'est l'objet donc de cette convention qui est un contrat passé sur 3 ans et qui est conventionné à hauteur de 9 806 € hors taxe. Oui, donc ce contrat veut dire la prise en charge de toute action de maintenance également. Donc ça veut dire que s'il y a un problème sur le réseau, c'est inclus, c'est un forfait. Oui. Ouais, voilà. Donc, alors, on n'est pas sur le réseau, on est sur les hydrants. Oui, enfin, le réseau. C'est juste, en fait, sur ce qu'on voit, la partie émergée. Pas immergée, émergée. Oui, c'est en fait quand un poteau incendie, quand le poteau, voilà, d'entretien et de réparation destiné à préserver les capacités opérationnelles des PEI,
C'est-à-dire, c'est ce Ouais, qui va ça peut en amont. être aussi le poteau, le capot, les tenons, Et le tuyau qui l'alimente. et le tuyau qui l'alimente jusqu'à l'intersection, Simplement, jusqu'à là. la sortie. Ok. Ouais. Il y a un Et problème après, sur le- l'extension du réseau d'eau, le reste, tout ce qui est le réseau d'eau, c'est à la charge, de la communauté de communes. Tout ce qui est D'accord. existant. Donc pour nous, c'est un forfait. C'est un forfait. Donc voilà, normalement, ça ne devrait pas, on ne va pas y déroger, quoi. Non. D'accord. Simplement une petite question aussi. Pourquoi on a choisi la reconductibilité de façon express, mais pas tacite? Express, ça veut dire qu'il faut le spécifier, il faut le notifier. Le contrat est passé pour 3 années et reconductible de façon express. Justement parce qu'on veut... Vous voulez garder la main? On veut avoir, voilà, Ok. on veut avoir un retour sur, entre guillemets, investissement, Mhm. et savoir si la dépense engagée par la commune correspond à un véritable service. Ok. Voilà. C'est clair, merci. Alors c'est bien, les 9 000 euros sont bien calculés au prorata du nombre de PEI totaux divisé par le nombre de PEI de la commune. Hein. Il y a 959 PEI sur le territoire de la CCPF. Nous, on en a 109. Donc, ça correspond un peu à 11% du parc. Et donc, c'est ce qui explique la prestation, le montant de la prestation. Voilà. Chaque territoire paye au prorata de son nombre d'installations. Procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le rapport numéro 4 est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au rapport numéro 5. Et c'est toujours M. Zorzut qui officie. Alors là, c'est plus lié à l'extension. Quand on fait une extension de réseau, en fait, quand on doit faire une dilatation du réseau, c'est-à-dire que quand il y a un dimensionnement un diamètre prévu et qu'on veut étendre le réseau pour pouvoir mettre d'autres poteaux incendie et que, en fait, on n'aura pas le débit nécessaire, il va falloir augmenter le diamètre de ce réseau. Et en fait, on conventionne avec eux pour que les frais liés à cette extension soient pris à hauteur de 50%. Donc en fait, c'est aussi l'installation des PEI sous pression, l'installation des réserves incendie, le travaux de renouvellement, la construction d'ouvrages d'eau potable. Si vous regardez le contrat des travaux qui sont faits avec la communauté de communes, vous voyez donc dans le paragraphe numéro 4, on a l'extension de réseau AEP Route du Muy, à hauteur de 46 000 euros, puisqu'en fait, par rapport au projet que l'on souhaite faire au niveau de la MTL, il va falloir augmenter le réseau hydraulique sur ce secteur-là. Donc ça, c'est à la charge de la commune. En fait, ça coûte, hors taxe, ça coûte 80 multiplié par 2, hein, puisque ça fait 96 000 euros à peu près, et il y a 46 000 qui est à notre charge. Ensuite, pour garantir une certaine pression et un certain débit sur cette zone-là, il faut aussi la création d'une interconnexion DECI avec le chemin de Saint-Denis pour renforcer le réseau. Et ensuite, on souhaite aussi faire augmenter, puisqu'en fait, on n'a pas de poteau incendie sur le chemin de Maupas, il y a une déficience hydrique à ce niveau-là. On souhaite faire une dilatation de la partie de ce réseau pour pouvoir mettre un poteau incendie sur ce secteur-là. Ce serait à proximité de l'endroit où on positionne, on a un terrain communal où vous voyez le bois qui est stocké à ce niveau-là, chemin de Maupas, sur la partie basse. Puisqu'en fait, on a des poteaux incendies sur la partie haute, mais on n'a pas de poteau incendie sur la partie basse. Pour bien défendre ces maisons. Est-ce que vous avez des questions concernant ce contrat de travaux? Nous allons passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ce rapport numéro 5 est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant donner la parole à Madame Pellissier, adjointe au social, aux associations, pour nous présenter le protocole d'accord avec la commune de Fréjus pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement liées aux dérogations scolaires. Bonsoir.
Les enfants résidant dans notre commune peuvent être scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire dans une autre collectivité. Les frais de scolarisation sont supportés par la commune d'accueil sans apport financier des familles au budget de la collectivité. La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. La ville de Fréjus s'est rapprochée de notre commune afin de cadrer par convention cette répartition. Il est proposé d'arrêter le montant de la participation de la commune aux frais de fonctionnement des établissements scolaires au forfait de 850 € par enfant et par année scolaire. Ce protocole d'accord est signé pour 3 années scolaires et prend effet pour l'année 2023-2024. Il sera renouvelé tacitement pour les 2 autres années. Pour information, on a déjà voté des attributions comme ça de participation avec Puget, avec Roquebrune. Voilà. Donc et avec Biot aussi. Et avec Biot aussi, voilà. C'est effectivement pour répondre aux nécessités des familles qui souvent travaillent en le bassin d'emploi qui se trouve plutôt vers la côte et donc ils ont plus de facilité pour récupérer leurs enfants s'ils ne sont pas à Bagnols-en-Forêt. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. C'est adopté. Le rapport numéro 6 est adopté à l'unanimité. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Fleury, adjoint à la jeunesse, qui va nous présenter l'approbation de la convention de passage type pour l'entretien des sentiers. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'une convention de passage sur les sentiers de randonnée. Donc, cette convention a pour objet de permettre le passage de randonneurs pédestres et de manière générale de toute personne pratiquant une activité de promenade non motorisée sur un chemin de randonnée. Donc, c'est une convention type où on précisera après avec chaque propriétaire au moment voulu le numéro de la parcelle. Il y aura une carte qui définira le tracé sur cette parcelle. Donc on précise bien sûr que cette autorisation n'implique aucune servitude de passage susceptible de grever la propriété. Ensuite, au niveau des responsabilités, au niveau des travaux, donc c'est la commune qui s'engage à prendre en charge les frais pour entretenir ces chemins. Et donc, évidemment, elle s'engage à que les travaux ne causent aucun préjudice aux propriétaires. Et donc, le propriétaire autorise aussi, par cette convention, la commune à faire ces travaux. Ensuite, au niveau de la responsabilité civile et administrative, la commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers ou aux propriétaires. Par contre, on rappelle bien que les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens, et en particulier à eux-mêmes. Donc, ils seront informés de leurs responsabilités quant aux dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à l'état naturel des lieux. Il faut que les usagers soient conscients que la pratique d'un sport de nature engendre des risques et qu'ils doivent assumer ces risques. Voilà. Ensuite, on a l'article 5. Une fois que cette convention sera signée, le propriétaire s'engage à ne pas s'opposer au passage des randonneurs, bien sûr. Et dans l'article 6, on a prévu que si le propriétaire doit faire des travaux forestiers sur sa parcelle, par exemple, il peut en avertir la mairie en temps voulu. Je crois que c'est écrit 3 mois. Donc prévoir, s'il prévoit des travaux forestiers, prévoir qu'à un moment donné,
il y aura une interruption pendant une certaine période pour pouvoir faire ses travaux agricoles pour que le public ne soit pas en danger, voilà, pour la sécurité du public. Voilà. Et à ce moment-là, on verra si s'il est possible de mettre une déviation pour ne pas couper un chemin de randonnée en plein milieu. Voilà. Avez-vous des questions ou des commentaires? Tu as fini, Michel? Oui, j'ai fini, oui. Avez-vous des questions ou des commentaires? Oui. Jean-Pierre Choiselat, bonsoir. J'ai d'abord une question. Dans l'article 3, il est marqué « Madame, Monsieur, propriétaire autorise la commune de Bagnols-en-Forêt ou tout organisme mandaté par elle ». Vous entendez quoi par tout organisme mandaté par elle? Eh bien, par exemple, vous savez que on fait partie, les 3/4 de la commune fait partie du futur STRL Grand Site de France. Eh bien, le SMGSE, donc qui va s'occuper d'entretenir ces sentiers, donc pourra être mandaté, voilà, par exemple. C'est un exemple. D'accord. Ou une association. Ou une association, pourquoi pas. D'accord. Alors, je vais faire quelques commentaires. Je suis assez gêné par le flou qui est entretenu entre le sentier de randonnée pédestre et la piste de VTT. Un randonneur pédestre n'a pas besoin de tremplin, de rehaussement de virage, de petits ponts en bois pour passer les ravines et ainsi de suite. Alors que le VTT, oui, il suffit de se balader sur les chemins sur le territoire bagnolais pour se rendre compte que les chemins destinés au VTT existent bel et bien et n'ont rien à voir avec un sentier de randonnée pédestre. Donc je suis un peu gêné par ce flou parce que là, quand je lis ça, on parle de randonnée, alors c'est bien précisé, ou pratiquant une activité de promenade non motorisée, donc qui va jusqu'au VTT électrique, puisque ce n'est pas considéré comme un véhicule à moteur. Le véhicule électrique, si à assistance électrique. Donc je suis assez gêné par ce flou artistique, donc je tiens à informer les propriétaires qui vont être démarchés qu'il n'y aura pas que des randonneurs pédestres qui risquent d'emprunter leur sentier. Il faut bien être clair là-dessus. Oui. Il peut y avoir du VTT, y compris du VTT électrique. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Parce que vous prenez un développement maîtrisé du sport de pleine nature, je crois que ça fait partie de la politique. Oui. Je ne suis pas persuadé que ce soit autant maîtrisé que ça, puisque si je me réfère à la piste bleue de Casteldiaou, vous avez été contraint de fermer la partie haute de la piste, puisque vous avez été destinataire d'un courrier de la Ligue de protection des oiseaux qui vous a demandé de la fermer, ainsi que de l'ONF. Cette piste a été créée par une association bagnolaise, qui comporte en son sein des férus de VTT. Je connais le président, donc je ne jette pas la pierre du tout à cette association, qui sont des vrais passionnés, sauf que vous êtes un membre actif de cette équipe et que la responsabilité de ce couac vous en revient, parce que vous n'auriez jamais dû laisser faire ce qu'a fait l'association, et la commune a été retoquée par l'ONF et la Ligue de protection des oiseaux. Donc j'espère que les sentiers qui vont être aménagés et ainsi de suite seront bien maîtrisés cette fois. Voilà, je tenais quand même à préciser ça. Je vais, pour ma part, voter pour, parce que je trouve que c'est une bonne chose de laisser le soin quand même aux propriétaires de ces terrains d'autoriser ou non l'accès à leur sentier, à leur terrain, mais il faut qu'ils soient bien conscients qu'il n'y aura pas que quelques paisibles randonneurs pédestres, dont je fais partie d'ailleurs, et qu'il pourrait même y avoir des compétitions d'organisés qui passeront chez eux, par exemple. Voilà. Merci. Alors, par rapport à votre dernière remarque des compétitions, pour des compétitions, il faudra demander une autorisation spéciale, spécifique pour la journée.
Là, c'est de la randonnée, c'est pas pour faire des compétitions. Ensuite, pour vous répondre à propos de la fameuse piste bleue, cette piste bleue, elle a été ouverte en 2018. Je suis désolé, mais en 2018, je n'étais pas encore élu, donc j'y suis pour rien. Et ensuite, je peux vous dire que dès que j'ai été élu, j'ai demandé à l'association Chapenride d'abandonner l'entretien de cette piste-là, parce que ça n'a rien à voir avec la Ligue de protection des oiseaux. C'est tout simplement que cette piste était en forêt domaniale et non en forêt communale. Et donc, à partir du moment où j'ai été élu, j'ai demandé à cette association de ne travailler, et nous n'avons donné avec monsieur le maire que des autorisations pour travailler dans la forêt communale. Voilà pour mettre les choses au clair. De cette partie est récente. Hein. Oui, mais parce que l'ONF s'en est rendu compte récemment. Pas parce qu'ils ont arrêté, pas parce qu'ils ont continué à l'entretenir récemment. D'accord. Alors, vous avez demandé, vous, l'arrêt de l'entretien de cette piste après ou avant l'ONF Avant, tout à fait, avant. Je veux dire, non, arrêtez de faire cette piste-là. Parce que justement, vous êtes en forêt domaniale, vous n'avez pas demandé l'autorisation, donc on leur a donné l'autorisation de travailler sur la forêt communale. Mais là, si par exemple je peux vous donner, ce n'est pas uniquement pour Castelliao, c'est qu'une petite partie du réseau. Moi, je voudrais vous donner par exemple l'exemple du vallon de la Voloube pour monter à la cascade de Gourbachin. C'est un chemin qui est énormément emprunté, qui n'est pas entretenu et qui passe exclusivement sur des terrains privés, donc qui concernent des propriétaires privés. Et si on veut pouvoir entretenir ce sentier, si vous randonnez, si vous faites de la randonnée, vous savez qu'il y a des endroits qui sont assez scabreux. Donc si on veut les aménager pour la sécurité du public, on est obligé de demander ce type de convention. Voilà. C'est un exemple. Je rappelle simplement que l'association de Chapenride a été créée en 2021. Hein. Donc elle n'a pas pu entretenir la piste avant. Hein. Elle a entretenu avant d'être déclarée association. Voilà. Et c'est aussi, ça fait partie des choses qu'on leur a demandé de faire quand on a été élu, c'est de se déclarer en tant qu'association pour faire les choses dans la légalité et voilà, pour que tout soit clair, quoi. Parce qu'avant, c'est sûr qu'avant 2021, avant qu'on soit, même avant 2020, donc c'était fait un peu, voilà, ils le faisaient, mais c'était sans autorisation, sans, voilà, hors légal, c'était pas légal, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on les a fait mettre en règle, en les faisant. En leur disant de ne pas aller en forêt domaniale, en leur donnant réellement l'autorisation d'aller en forêt communale, et en leur demandant de se déclarer en tant qu'association pour avoir justement, pour pouvoir gérer et pour avoir un regard sur ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc, pour compléter le propos de M. Fleury, si M. Choiselat, vous voyez du flou dans cette situation, moi je vois effectivement des raccourcis dans votre analyse. Nous vous présentons un rapport concernant une convention type sur effectivement la généralisation de la pratique de la randonnée sur notre territoire, et vous vous focalisez sur Castelliao, comme si quelque part il y avait une relation de cause à effet entre cette convention et l'utilisation de cet espace. Donc, vous devez, je pense, être bien informé et savoir qu'effectivement, à l'heure actuelle, nous sommes en relation avec la DDTM pour vérifier, puisque ces pistes dans Castelliao sont en zone Natura 2000, pour effectivement vérifier la faisabilité d'un projet d'aménagement dans ce secteur, sachant qu'il y a des enjeux faunistiques, floristiques et écologiques. Donc, il n'y a aucune, nous, à notre niveau, il n'y a aucun flou
ce dont nous parlons pour cette convention type, c'est d'éclaircir l'usage d'itinéraires actuellement sur le territoire qui passent chez des propriétaires privés et où il n'y a aucune convention. Nous parlons par exemple, Madame Covy pourrait en parler, elle a un projet et effectivement ce projet passe sur des terrains communaux, des terrains privés. Voilà, il y a un sentier botanique, pour ceux qui le savent. Ce sentier botanique a été installé en dépit de toute autorisation sur des sentiers, des parcelles privées. Donc nous voulons mettre le bon ordre dans effectivement l'usage d'itinéraires et ne pas effectivement s'imposer chez les gens. Donc il n'y a aucun flou à notre niveau, monsieur Choiselat. Oui, Monsieur Coutin, donc je voulais revenir sur la Convention. Nous sommes bien d'accord là-dessus que c'est à la base de notre débat. Moi, ce que je voudrais effectivement, c'est que ça soit bien clair. Là, ce sont les termes qui me gênent un petit peu. Il est envisagé de permettre l'ouverture ou la réouverture de différents sentiers, certains oubliés ou laissés à l'abandon. Donc là, nous sommes bien d'accord, on ne parle pas de création, c'est clair, c'est bien. C'est simplement le mot ouverture qui me gêne. Ouverture, donc on pourrait le remplacer par autre chose, par l'entretien d'un sentier existant ou quelque chose comme ça. Parce qu'il ne faut pas que ça prête non plus à confusion et que ça puisse permettre la création. On est bien d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce sont des termes qu'il faut qu'ils soient peut-être plus précis. Comme d'ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Choiselat, c'est clair que le terme employé randonneur pédestre et de manière générale toute personne pratiquant une activité de promenade non motorisée, c'est clair que ça inclut les VTT, les VTT-AE, mais ça peut inclure aussi les randonneurs équestres, c'est ce que j'allais dire. Mais donc je pense qu'il est peut-être bon de le préciser, comme c'est précisé dans le règlement particulier qui va gérer la PBB du Blavet, si vous l'avez lu. Donc l'ONF, enfin les chiroptères ont bien pris le soin de bien définir qui va emprunter ces sentiers, pour éviter le flou qu'il puisse y avoir au niveau de la signature, au moment de la signature de cette convention avec le propriétaire des lieux. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement que ce soit précisé, simplement. Donc, randonneur pédestre, randonneur équestre, randonneur VTTiste, randonneur VTT assistance électrique. Oui, je pense qu'il faudrait que ça soit précisé. Et effectivement, qu'il y ait le mot qu'il n'y aura pas de création, hormis si c'est précisé avant la signature de la convention, aux propriétaires des lieux, bien sûr, mais il n'y aura pas de création autre que ce qui est existant et sentiers oubliés ou laissés à l'abandon. C'est ce que je voulais qu'il soit peut-être précisé dans le document. Alors, en ce qui concerne effectivement le document, ce document, effectivement, quand il sera rempli et signé par un propriétaire qui ne sera pas obligé de le signer et qui pourra donc apporter des amendements au texte en précisant effectivement certaines choses. Donc de ce côté-là, on n'a pas... C'est pour ça qu'il faut être le plus clair possible. Non, mais on n'a pas anticipé ce qui est générique, c'est-à-dire la randonnée avec des engins non motorisés. Ce qui est générique peut, lorsqu'on a en face de nous un propriétaire qui est, je précise encore, que le droit de propriété est un droit inaliénable et que donc c'est eux qui auront le dernier mot. Je ne vois pas à quel moment la mairie va pouvoir contraindre un propriétaire à nous obliger à nous laisser passer chez lui. Par l'encontre, c'est tout à fait louable. Hein, donc, la convention est tout à fait adaptée. Ce texte qui est générique, qui est une convention de type, ne sera signé qu'avec l'accord d'un propriétaire et le contenu sera accepté par le propriétaire. Donc s'il veut y apporter des restrictions, mais il pourra effectivement apporter des restrictions, mais en faisant attention quand même que l'usage d'un itinéraire, lorsqu'on a voulu fermer des itinéraires à certains pratiquants, ça a été retoqué par le tribunal administratif pour discrimination au niveau de la pratique. C'est bien pour ça que je demandais que ce soit précisé sur la convention, que c'est plus clair. Hein, non, mais c'est très clair. Je suis désolé, le texte, le terme générique est très clair. Il ne dit pas sauf que beaucoup de personnes ignorent qu'un VTT-AE n'est pas un véhicule motorisé. Voilà, mais beaucoup de personnes l'ignorent. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, même une grande partie de la nation... Le propriétaire... Il y a une cour de cassation qui a débattu là-dessus, mais c'est clair que voilà, c'est récent. Oui, mais le propriétaire, lorsqu'il aura à discuter avec la commune, il sera informé, on ne va pas lui cacher, on ne va pas entretenir le flou, on va lui dire clairement, voilà, cet itinéraire servira
à la pratique de telle personne, de tel pratiquant. C'est pour ça que si la Convention le mentionne, c'est plus simple. Voilà. Moi, je pense que la Convention le mentionnera effectivement précisément dans un cas pratique. Je prends par exemple Gourbachin. Effectivement, Gourbachin, ça peut paraître compliqué d'y aller à VTT là-dedans. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas dire c'est que pour les randonneurs pédestres. On ne peut pas le dire. Sinon, on est retoqué pour discrimination au niveau des pratiques. Voilà. Donc, on doit rester le plus générique possible. Ça doit être effectivement des engins non motorisés ou pédestres. Voilà, donc, pour être très clair, parce que vous semblez dire, je ne m'oppose pas à cette convention, hein, non, mais... évidemment, je l'ai dit très clairement, parce que ça va permettre aux propriétaires d'avoir un droit de veto, d'autoriser ou non. Donc, c'est pour moi une bonne chose, mais je lis à chaque fois sentier de randonnée, sentier de randonnée, sentier de randonnée. Je vous dis, c'est pas très clair. Il faut que les gens soient très informés. Et je pense que c'est pas à chaque propriétaire dit, moi je veux que ça soit écrit ça, soit écrit ça. Si c'est déjà cadré lors du conseil municipal, ça me paraît mieux que chacun y mette sa patte perso à chaque fois, parce que chacun va amener un élément. Il faut partir sur un document de base le plus précis possible. C'est mon avis. Oui, donc vous disiez que vous ne pouvez pas refuser la pratique de certains sports, mais que certains propriétaires pourraient le faire sans problème? Non, il faudra leur expliquer. Ah, donc il signera cette convention? Mais non, il signera pas. Ou pas, voilà. S'il veut absolument pas que des VTT à assistance électrique ou VTT tout court passent, ben il ne la signera pas. Ok. Et j'ai une autre question. Nous, on aura un devoir d'information en disant, vous savez, sur l'itinéraire. Donc ils savent que c'est ou tout ou rien. C'est la question. Voilà. On ne peut pas discriminer un pratiquant. Un sentier est ouvert pour l'ensemble, sauf s'il est avéré que le maire prouve que telle pratique pose des problèmes de sécurité. Mais actuellement, il y a des jurisprudences qui ont été réalisées et qui montrent que tous les maires qui ont voulu interdire l'usage du VTT sur un sentier se sont fait retoquer. Parce que quelque part, ils discriminaient les VTTistes par rapport aux randonneurs équestres, pédestres, voilà. Donc, on ne peut pas. Et donc, j'ai bien compris que c'était pour l'entretien des sentiers. Et je voulais savoir donc s'il y a déjà des sentiers déjà à moitié en place, on va dire, donc qui n'ont pas encore de convention signée. Est-ce qu'ils risquent d'être fermés si le propriétaire ne veut pas signer cette convention Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, l'itinéraire de Gourbachin, si demain, effectivement, les propriétaires qui sont tout le long de Gourbachin disent « nous, on ne signe rien », ben, je suis obligé de mettre un arrêté à l'entrée en disant « l'accès est interdit ». Après, chacun y va s'il veut y aller. Mais moi, je suis obligé de mettre un arrêté d'interdiction en disant ben, « vous ne pouvez pas y aller, c'est une propriété privée ». D'autres questions, commentaires ? Nous allons procéder au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont contre? Celles et ceux qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. À l'unanimité, le rapport numéro 7 est adopté. Je vais donner maintenant la parole à Mme Messel, adjointe aux finances, pour l'autorisation de mandatement sur les crédits d'investissement avant le vote des budgets primitifs 2024. Bonsoir. Donc, comme tous les ans, à cette époque-ci, on vous demande de voter le quart des crédits qui ont été prévus au budget de l'année précédente, ou de l'année en cours, disons, pour permettre à la commune de fonctionner avant le vote du budget. Parce que sinon, en investissement, on ne peut faire aucune dépense jusqu'au vote du budget. Donc, c'est le texte nous permet de prévoir le quart des crédits qui ont été votés au moment du budget. Mais vous pouvez nous détailler les sommes, notamment les sommes conséquentes qu'il y a, 280 000 euros, 255 000 euros, 219 000 euros, détaillé. Vous 430 avez les crédits ouverts en 2023, oui. Et sur la colonne à côté, c'est le quart. Oui, donc ça correspond à quoi, par exemple Mais on ne peut pas vous dire d'avance à quoi ça correspond, puisque les dépenses ne sont pas engagées. D'accord, donc il y a 430 000 euros qui sont en crédit ouvert, on ne sait pas à quoi ça correspond.
le chapitre 23, 231, je pense que c'est l'école, bien sûr, mais bon, c'est bon de le préciser peut-être. C'est le chapitre 23 et L'avant-dernière ligne. Ben, on ne peut pas vous préciser ce qu'on va mettre dans le chapitre 23 au moment du budget. D'accord. Okay. On ne peut pas vous le dire d'avance. Monsieur Coutin, dans le cadre de l'action, de la continuité de l'action municipale, sinon, on fait rien, si on ne vote pas ces cartes de crédit, on arrête toutes les dépenses à partir du 1er janvier. Donc ça veut dire, vous parlez de l'école, donc on n'achète plus de nourriture. Non, ça n'a rien à voir. C'est de l'investissement, là. Ah, donc dans l'investissement. Vous voulez simplement savoir à quoi correspondaient ces chapitres et ces comptes. On a en cours d'investissement, on a la rénovation thermique de l'école, des travaux qui sont engagés, qui vont continuer, des entreprises qui vont intervenir. C'était justement la question que l'on pose, savoir à quoi correspondent ces sommes, qu'on puisse voter en toute connaissance de cause. Mais elles vont pas être dépensées c'est une immédiatement. Prévision c'est une prévision. C'est qu'une prévision. Bien sûr, mais en attendant le vote du budget primitif. En attendant le vote du budget. Elles ont un objet, ces sommes. C'est pas un budget global, c'est chacune un objet. Non, elles n'ont pas d'objet. Pourquoi voulez-vous qu'elles aient un objet? On n'est pas obligé de les... On peut les voter, c'est une prévision. On n'est pas obligé de dépenser. La prévision budgétaire, c'est pas une obligation de dépense. Dans mon budget personnel, quand je prévois quelque chose, une dépense, effectivement, ça dépense à un objet. Votre budget personnel, c'est une chose, le budget communal, c'est autre chose, monsieur Coutin. Non, mais c'est le quart des dépenses d'investissement qui ont été faites l'année d'avant. C'est juste une fraction. C'est tous les ans. Il n'y a pas de... Ça fait pas référence à... Il y aura 50 000 pour ça, 15 000 pour ça. On prend le quart des dépenses pour pouvoir continuer à faire fonctionner la commune. Parce que sinon, pendant 3 mois, on ne fait rien en investissement. Et il y a des travaux qui ont déjà été engagés. Ce sont des travaux, c'est un peu pour ça que je posais la question. Vous définissiez ces travaux. Mais l'école, vous le savez, c'est la rénovation. Si vous parlez de l'école, c'est la rénovation énergétique. Voilà, qui est toujours en cours. Il y a des travaux d'éclairage public aussi, voilà, mais entre autres. Ceux-là, ils sont prévus, mais il y en a qui ne sont pas prévus, mais peut-être qu'on aura à engager certains travaux en janvier ou février, on ne sait jamais. Donc ça nous permettra de les engager, de les dépenser. D'autres questions concernant cette présentation? Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Donc, Monsieur Coutin, Monsieur Saillet, Madame Avinins et Monsieur Choiselat et Monsieur Duras et Monsieur Reboul, donc, sont contre. Merci. Donc, ça fait 6, oui, le rapport 16 sur 22. Est adopté à la majorité. Nous passons maintenant au dernier rapport de présentation qui est donc l'approbation de la charte informatique et qui va être présenté par Monsieur Vincent Varocki, Roland, adjoint à la démocratie et au personnel. Bonsoir. Alors, on vous en parlait lors du vote il n'y a pas très longtemps du règlement intérieur. Donc, il s'agit de la charte informatique qui sera en annexe du dit règlement. Donc il faut préciser que ce projet de charte informatique a été validé à l'unanimité au comité social territorial en séance de mardi dernier, n'a pas soulevé beaucoup de questions, donc accepté par les agents. Donc il y a plusieurs pages, donc on va peut-être pas tout lire bien évidemment. Il s'agit à la fois d'une obligation réglementaire puisque notamment en lien avec la fameuse loi RGPD, c'est-à-dire le règlement général sur la protection des données, qui est une loi européenne, que la commune est bien sûr dans l'obligation de respecter, ainsi que tous ses agents et tous les utilisateurs des services informatiques. Et il s'agit également d'autres dispositions réglementaires à l'échelle de la commune concernant ce qu'on appelle la cyberhygiène, voilà, c'est-à-dire la sécurisation notamment. Donc je vais peut-être vous lire quelques passages. Voilà, dans un but de transparence à l'égard des utilisateurs, notamment, donc également des agents, de promotion d'une utilisation loyale, responsable et sécurisée du système d'information, mais aussi de respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
Voilà, donc c'est vrai que cette charte, elle détaille un petit peu toutes les pratiques recommandées et surtout obligatoires concernant la loi RGPD, c'est-à-dire l'accès par tous les citoyens, l'accès aux données, le droit à consultation, rectification, suppression de certaines informations, etc. Enfin, tout ce que prévoit la réglementation RGPD, mais vous trouvez aussi dans la charte des recommandations, c'est même plus que des recommandations, parce que là c'est à titre obligatoire. La charte précise que un agent peut s'exposer bien sûr à sanction s'il y avait des conséquences pour la municipalité, mais par exemple des obligations concernant la sécurisation du système via les mots de passe, les restrictions d'usage notamment, tous les usages qui sont considérés comme illicites bien sûr, la continuité des services, aussi du service, c'est-à-dire en cas d'absentéisme d'un agent, pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions, d'interruption de l'activité et que d'autres agents, ses collègues puissent continuer les services dus par la municipalité. La sécurisation des données, c'est-à-dire sauvegarder les fichiers sur les serveurs de la municipalité et pas sur des supports autres. L'interdiction d'utiliser des outils personnels à but professionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le disque dur de son ordinateur portable, etc., parce qu'il y a des données sensibles qui sont garanties par un prestataire au niveau de la municipalité. Voilà. Je feuillette un petit peu. Alors au niveau de la transparence par rapport aux agents aussi, il est mentionné qu'on peut, dans certains cas, la direction générale peut avoir un accès si jamais il y avait un doute sur des pratiques, par exemple, de la part d'un agent, en tant que responsable, que personne morale, la municipalité et la direction s'autorisent le fait de pouvoir contrôler certains contenus détenus par des agents. Il y a également dans la charte, il est fait référence que des traces de l'activité Internet peuvent être conservées pendant 1 an. Voilà, donc ça correspond aux recommandations officielles. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du plus important. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques? Non, apparemment pas. Voilà. Nous allons procéder au vote. Quels sont celles et ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour donc est épuisé. Nous allons passer maintenant aux questions orales et permettre l'expression de l'opposition et essayer de répondre à leurs questions. Jérôme Saillet. Alors j'ai quelques petites questions. La première qui me vient à l'esprit, c'est avant-hier soir, et puis nombreuses personnes qui s'en plaignent autant sur les réseaux que lorsqu'on les croise. C'est vraiment parce que c'est vraiment de période en ce moment avec la nuit qui tombe rapidement et le jour qui se lève trop tardivement. C'est vraiment les enfants sur le bord de la route au niveau des Molières, tout ça, c'est vraiment très très dangereux. Alors je sais que c'est sur la partie départementale, cependant je sais pas si on pourrait pas au moins fournir peut-être un gilet fluorescent pour qui mette quelque chose, parce que honnêtement c'est très très dangereux, même en roulant doucement, sans faire d'excès de vitesse. Ils sont, je pense, et je le souhaite pas, un jour, il peut arriver un accident grave, malheureusement. Alors, je ne sais pas si on peut trouver quelque chose, parce que... est-ce qu'on pourrait mettre une navette en place juste pour faire... Alors, c'est coûteux, mais juste pour les déposer sur la partie sur la départementale. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur fournir peut-être un chasuble fluorescent? Enfin, je sais pas, hein, c'est des choses que je lève comme ça parce que j'ai pas d'enfant actuellement, j'aimerais en avoir un jour, mais en tout cas, j'ai pas envie d'en écraser et je pense que personne n'a envie d'écraser l'enfant de quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça, c'était ma première remarque. Tant qu'on est sur la route du même côté, sur la route départementale, je voulais savoir un petit peu où ça en était. Vous savez, cet été, il y a eu la suspension des travaux du démarrage du lotissement
qui est dans l'épingle, qui rejoint après le chemin, enfin il fait de bout en bout, côté route départementale et au-dessus, avec le chemin de la Drèche. Donc du coup voilà, je voulais savoir un petit peu où ça en était, parce que j'ai vu que ça redémarre pas, en tout cas, pas pour l'instant. J'ai une autre question également. J'ai vu qu'il y a quelques jours maintenant, il y a eu les démarrages de la coupe de bois chemin de Bayonne, et on avait attiré votre attention il y a quelques mois lors d'un conseil, comme le chemin avait été remis en état par l'administré du Haut, et qui allait justement revendre ce bien, et c'était l'une, il me semble, des conditions sine qua non pour la vente, où il y avait quelque chose comme ça. Je voulais savoir si vous surveillez un petit peu l'avancement des travaux, dans le sens où il n'y ait pas une détérioration de celui-ci, parce c'est lui qui a pris en charge la totalité des travaux, et puis c'est en quelque sorte un cadeau pour la commune, donc ça serait bien qu'il reste le plus longtemps en état. Pour finir, je voulais savoir, pareil, lors d'un conseil municipal il y a quelques temps, il devait avoir un géomètre qui devait passer pour voir l'emplacement des grottes, si oui ou non elles étaient à Bagnoles ou à Roquebrune. Je voulais savoir un petit peu où en était ce feuilleton, s'il était clos, pas clos, ou s'il y avait encore un chapitre et un épisode à prévoir. Voilà. Monsieur le maire, c'est à vous. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Graff pour la partie. Alors, en ce qui concerne les enfants sur le bord de la route, je n'ai pas de solution immédiate. Une navette ne me paraît pas possible budgétairement. Ça me paraît pas possible. Les gilets fluorescents, est-ce que le coût est suffisamment prohibitif pour que ça soit pas les familles qui le fournissent à leurs enfants? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une nécessité que ça soit la collectivité qui prenne en charge cette sécurité, alors que les parents, voilà, je sais pas, ça doit coûter 15 balles un gilet, donc ouais, enfin, voilà. Ou peut-être trouver, je sais pas, un moyen de leur imposer. Enfin, il faut trouver une solution. On n'est pas obligé de tenir la main non plus à tout le monde dans la société, mais trouver des solutions pour peut-être amorcer une situation qui soit pérenne sur du futur. On n'a pas de solution immédiate, ça c'est certain. Je ne sais pas si on en avait parlé ou pas, mais l'éventualité de déplacer l'entrée du village, en déplaçant l'entrée du village, ça devient sous l'emprise, c'est-à-dire, imaginons qu'on déplace, je dis bien imaginons, c'est une expérience de pensée, hein, ne dites pas demain qu'on va le faire. Imaginez qu'on dépasse le panneau Bagnoles en forêt aux Molières, ça veut dire que tout ce qu'il y a après, ça devient intramuros, et donc à partir de là, des aménagements pourraient être envisagés en accord avec et en partenariat avec le département, puisqu'on est sur les abords d'une départementale. Voilà. Mais c'est encore qu'une expérience de pensée. Il n'y a rien qui a été arrêté. Il n'y a pas de négociations qui ont été engagées avec le département. Mais pourquoi pas? Voilà. Mais en tout cas, ce genre de projet ne se fait pas à l'aube du mois ou du trimestre. C'est vraiment à long terme. Mais ça peut être réfléchi. Donc ça, c'est moi qui vous ai répondu. Pour la suspension des travaux du lotissement à la Drèche, je vais donner la parole à Monsieur Graff. Je la reprendrai pour le démarrage de la coupe de bois à Bayonne, et je donnerai la parole à l'opposition, puisque pour le géomètre concernant les grottes de la Bouverie, vous avez de chaque côté de vous 2 personnes qui étaient présentes pour la restitution des résultats. Donc ils pourront vous donner en direct les résultats, ils ont les mêmes que nous. Voilà. Donc, Monsieur Graff, à vous. Oui. Alors, donc concernant les travaux de la Drèche, donc pour le lotissement de la Drèche, actuellement, il avait été demandé par le département de mettre en place un tourne à gauche, donc un élargissement de la route départementale, donc en coupant légèrement cette grande courbe qui était dangereuse du reste. Et si vous avez pu vous en apercevoir, on voit qu'ils ont commencé effectivement l'élargissement, enfin du moins le soubassement pour l'élargissement. Voilà.
Tout à fait. Donc le promoteur souhaitait démarrer les travaux avant qu'il ne soit fait le tourne à gauche, parce qu'il a déjà perdu probablement pas loin d'un an. Et il avait d'ailleurs demandé au maire une dérogation pour pouvoir passer par la Drèche pour la livraison de matériaux, ce qui lui a été refusé, puisque le préalable au démarrage des travaux à la Drèche sera le tourne à gauche, donc l'élargissement de la route départementale afin de pouvoir faire passer les camions par le bas et non pas par le chemin de la Drèche. Voilà. Donc c'est en cours. Et ils ont démarré. Vous avez vu que vous avez commencé à creuser une piste d'accès. J'ai peur d'ailleurs que ça stabilise un petit peu le virage, surtout en période d'hiver. Donc là, c'est le département qui a donné ses prescriptions et nous les avons suivies pour des raisons de sécurité. Donc après, de toute façon, le tourne à gauche devra être réceptionné par le département. Et c'est sûr que si il n'est pas fait, disons, dans les règles de l'art, et que ça pose un problème, ben, ils reverront leur copie et en attendant, le lotissement ne pourra pas avancer. Alors, pour la coupe de bois à Bayonne, donc ce que nous avons fait, nous avons pris attache avec le responsable référent, monsieur Miolik, référent ONF de notre secteur, pour lui signifier, enfin, faire avec lui un état des lieux à l'ouverture des travaux de coupe, de l'état du chemin. Nous avons donc un constat de la police municipale et nous avons effectivement dans ce constat précisé que les véhicules ne devaient pas utiliser, les véhicules de débardage ne devaient pas utiliser la piste, mais qui devaient utiliser la partie naturelle pour débarder le bois et l'évacuer. Nous procéderons à la fin des travaux à un retour sur site avec le responsable de l'ONF et la police municipale pour constater les écarts, s'il y en a, entre l'état initial et l'état final, et si effectivement l'écart et les détériorations sont visibles et sensibles, eh bien le prestataire et l'ONF seront en charge de réparer ce qui a été détruit. Donc pour l'instant, tout est, je dirais, sous contrôle. Et maintenant, je donne la parole à M. Coutin et à M. Choiselat pour le géomètre et les grottes de la Bouverie. Je vous remercie, monsieur le maire, de nous donner la parole. C'est très gentil à vous. J'aurais peut-être préféré que vous en parliez avant les questions diverses, mais peu importe. Effectivement, donc, nous avons été conviés à cette... vous auriez pu aborder... C'est pas moi qui ai posé la question. Non, justement, mais vous auriez peut-être pu informer la population ou le conseil municipal. Mais informer la population de quoi, monsieur Coutin? C'est en cours. Je vais informer la population de quelque chose qui est en cours et qui n'est pas avéré. C'est ce que je vais faire également, là. Ben non, vous informez là, vous répondez à M. Saillet. Les gens entendent, mais c'est M. Saillet qui pose la question. Bon, ça aurait peut-être bien de faire une communication. Mais bon, peu importe. En ce sens. Donc effectivement, nous étions présents sur une réunion qui regroupait le géomètre expert qui a fait donc des mesures sur ce site, qui conforte ce que nous pensions, hein, c'est-à-dire que les grottes sont bien d'ailleurs sur notre commune, donc appartiennent bien à la commune de Bagnols-en-Forêt. Donc la dénomination grotte de la Bouverie peut être remplacée par grotte de Bagnols-en-Forêt peut-être un jour ou l'autre. Donc il serait peut-être bien. Alors là, en la matière, je souhaiterais savoir si vous avez engagé des démarches vis-à-vis de la commune de Roquebrune, qui elle-même, je pense, a dû mandater un géomètre pour faire des mesures contradictoires, bien évidemment, hein, afin de savoir si ça avère ou non ce que le géomètre a affirmé en notre présence, hein, comme quoi donc ces grottes étant bien sur notre commune. D'ailleurs, cette occasion me permet de rebondir sur le document de travail qui nous a été communiqué par la boîte fonctionnelle concernant l'APBB du Blavet. En page 25, là, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu d'ailleurs dans ce document de travail, hein, vu que ces grottes font partie justement de la limite sud de cette APBB. Donc il y a des choses qui sont dites comme
L'APBB, non pas. Alors attendez, c'est autre chose. Une étude a été réalisée par un géomètre, je lis, je cite. Une étude a été réalisée par un géomètre en novembre 2023 afin de délimiter avec certitude la limite communale entre Bagnols-en-Forêt et Roquebrune-sur-Argent au niveau de la face sud des gorges du Blavet. Ce travail s'est avéré nécessaire du fait d'un chevauchement important entre les parcelles cadastrales officielles. Or, il est prévu que la limite sud de l'APB de Gorge du Blavet soit définie par la limite communale qui sera actée par les 2 communes. Nous sommes d'accord? C'est simplement la phrase suivante qui me gêne. Ainsi, quels que soient les résultats fournis par le géomètre, la limite communale sud entre Bagnols-en-Forêt et Roquebrune-sur-Argent marquera la délimitation sud du périmètre de l'APB. Moi, je ne vois pas pourquoi, quels que soient les résultats fournis par le géomètre. On va dire en fonction des résultats fournis par le géomètre, mais pas quel que soit. Quel que soit, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte, il me semble. Donc là, ça me gêne un petit peu, ça. Voilà, alors, donc pour rebondir sur ce vous rebondissez, non, vous vous éloignez carrément de la réponse. Du tout. Non, c'est la même chose. Alors, je vais compléter la réponse, puisqu'effectivement, vous avez un peu. Alors, je vous permettez, donc je me permets. Oui, donc je me permets moi aussi donc de dire déjà que vous savez tout à fait la suite des événements telle qu'elle va être donnée. Donc je ne comprends pas pourquoi vous me demandez à moi quelle est la suite, puisque la suite a été donnée par le géomètre. Qu'a dit le géomètre lors de la réunion? Qu'est-ce qu'il a dit, M. Choiselat? Vous vous en souvenez ou pas? Oui. Eh ben, dites-le. Que Roquebrune avait mandaté un géomètre expert pour... Et qu'allait faire le géomètre, notre géomètre? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'il allait lui transmettre ses travaux. Oui, donc il n'y a pas l'intervention de la municipalité n'est pas nécessaire. Là, vous me demandez qu'est-ce que vous avez fait. J'avais rien à faire, monsieur Coutin, puisque le géomètre qui est grand a transmis les résultats directement à Roquebrune. Ensuite, je précise que la réunion a eu lieu quand? Bien, environ une dizaine de jours. Voilà. Donc, vous n'imaginez pas qu'effectivement... On a trouvé une solution en 10 jours. Je n'imagine pas une solution, mais est-ce que vous avez pris contact avec le maire de Roquebrune? C'était le but de ma question. Pour l'instant, on va envoyer un courrier au maire de Roquebrune pour lui signifier qu'effectivement, ces services vont être destinataires des plans et que voilà. Donc c'est la réponse à ma question. Tout est en cours, tout est sous contrôle, rien ne sera flou, rien ne sera glissé sous le boisseau. Non, mais voilà. On est d'accord. Et à ce niveau-là, voilà. Le document du géomètre, il vous a rendu destinataire son document? Oui. Et il nous a dit, dans le courrier qu'il m'a envoyé, donc je peux effectivement vous le citer, dans le courrier qu'il a envoyé à la mairie, pas à moi, à la mairie, voilà. Donc, à la suite de la réunion en mairie du 30 novembre dernier, au cours de laquelle je vous ai présenté l'avancement de mes travaux concernant la délimitation de la face sud des gorges du Blavet, vous trouverez ci-joint les documents suivants: plan de visualisation des repères existants, projet du plan de bornage, procès-verbaux de bornage avec les mêmes riverains, copie du plan tracé géométrique de 1862, procès-verbal de délimitation en date de 1860. Vous, donc, il me demande de lui communiquer les titres de propriété des parcelles cadastrées concernées, ça c'est pour le maire, et de me confirmer que ces parcelles sont bien soumises au régime forestier. Donc ça, on va lui répondre. Et je vous remercie de bien vouloir noter que ces documents projets seront également envoyés à la commune de Roquebrune-sur-Argent, à l'ONF et à la SPL, le Vallon des Pins, et à la SAS, la lieutenante. Voilà. Puisque, effectivement, le jour du bornage contradictoire, il faudra réunir tout le monde sur place pour, effectivement, arriver à tomber d'accord sur ces fameuses limites. Voilà. Donc, tout est en cours, et depuis le 30 novembre, effectivement, on suit le dossier. On a reçu dernièrement, 12 décembre, on a reçu les plans. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Donc, 30 novembre, 12 décembre, on reçoit les plans. Donc, d'ici là, à la rentrée, je pense que monsieur le maire de Roquebrune sera informé de ce qui se passe, s'il ne l'a pas été par ses services, et puis les choses suivront leur cours normal pour qu'on arrive à déterminer effectivement la propriété de ces grottes. Tout à fait. Voilà. Ainsi que la limite de la PBV et de Blavet, effectivement, qui est liée un peu à ces mesures de géomètre. On est d'accord là-dessus. Donc pour revenir à votre question concernant la PPB, oui, on pourra effectivement, mais je pense que vous pouvez vous saisir du document et
contacter Madame Larède, qui est la porteuse de projet, pour lui dire « Je ne comprends pas pourquoi cette phrase, effectivement, est notée de cette façon, parce qu'il y a un problème. » Enfin, oui, pour moi, il y a un problème. Je compte le faire, mais je comptais aborder effectivement le sujet-là. Et d'ailleurs, je vais aborder aussi la page 14 qui a oublié l'arrêté préfectoral du 28/12/2021, il y a des approximations. qui se trompe sur le mode d'exploitation du SDND. Donc il y a deux, trois petites erreurs. Alors, il est prévu une réunion de travail. Après, c'est peut-être une erreur de frappe. Alors, la réunion de travail, elle sera à l'initiative de Madame Larède et de l'ONF. Maintenant, effectivement, je le rappelle, comme vous avez été associé à la discussion et à la concertation, vous êtes en droit d'interpeller Madame Larède, de demander, en tant qu'élus municipaux, de demander effectivement la tenue d'une réunion pour mettre à plat tous ces petits problèmes d'annotation, de formulation. Tout à fait, mais il est bien qu'on en ait discuté au préalable, je pense. Oui, non, mais je pense que vous pouvez porter votre voix sans avoir à en référer à la majorité municipale. Hein. Il n'y a aucun problème. Oui, mais bon. On peut être rendu destinataire du dossier du géomètre? Oui, on peut faire des copies, mais je rappelle que ce sont des documents de travail et qu'on ne doit pas les diffuser. Ouais. Hein, voilà, c'est-à-dire que si on voulait... Ou au moins du plan où on voit bien la limite qui passe à un moment au décret. Enfin voilà. Mais j'insiste sur le fait que ça, dans le cadre de votre mandat... C'est pour ça qu'on n'a pas diffusé. Oui, très bien. Très bien. Et nous non plus. Nous non plus, voilà. Là, on en parle, mais on est encore au degré des supputations, des hypothèses, même, voilà. Parce que... Les supputations, il y a quand même un géomètre qui a arbitré et qui nous affirme quand même que c'est le cas. Attendons de voir ce que la partie adverse va nous sortir. Voilà, il faut éviter de vendre la peau de l'ours, surtout dans les affaires juridiques. Nous avons quand même des arguments qui prêchent en la faveur de la commune. Et là, nous sommes au conseil municipal de Bagnoles, donc on peut discuter de ce genre de choses. Tout à fait. Mais voilà, je voudrais surtout pas qu'effectivement on crie hurrah, victoire, voilà. Disons qu'on est bien placé. Maintenant, voilà. Non, mais je dis pas que vous l'avez fait, mais je ne voudrais pas effectivement que ça soit pris en disant yes. Voilà, allons au bout du processus. Réunissons-nous autour d'une table, voyons la municipalité de Roquebrune, sur quel terrain on peut s'entendre. Voilà, tous ces éléments-là sont importants. Le but n'étant pas, effectivement, étant de faire respecter le droit, une fois qu'il sera défini, le propriétaire, et aussi d'exploiter ces grottes de la meilleure façon possible. Tout à fait, et je rappelle simplement qu'au départ, il n'y avait pas une revendication, il y avait une demande d'association. Le problème, il était là, c'est qu'il n'y avait pas eu d'association dans notre commune. Vous allez sur site, vous ne voyez pas une seule mention de la commune de Bagnoles-en-Forêt. C'était simplement ce problème-là qui était soulevé. Ce n'est pas une revendication, mais une demande d'association. C'est vrai qu'on peut après conclure un accord, c'est clair. D'autres Michel, tu veux ajouter quelque chose au débat par rapport à ça, non? Non, je parlais juste du coût d'aménagement qui a été supporté pour ces grottes, quoi. Par le SMGSE, non? Oui, il y a le SMGSE, mais bon, étant donné que Roquebrune, aussi bien que Bagnoles, on est ensemble... Oui, on peut parler des subventions aussi que Roquebrune a perçues aussi. Il a dépensé, mais il a perçu des subventions. Non, mais attendez. Je veux dire, il y a eu le SMGSE qui a participé, il y a le département qui a participé, et il y a la commune de Roquebrune qui a participé aussi. Donc il faut être conscient que pourquoi pas, ils pourraient nous demander de participer si les grottes sont à ils ont spolié, ils m'ont demandé, j'ai un doute quand même. Voilà, je sais pas. C'est ça que je voulais dire, c'est que l'aménagement de ces grottes a eu un coût pour la commune de Roquebrune, donc je ne sais pas ce qu'ils vont demander ou pas, je ne sais pas. C'était une question que je me posais, c'est tout. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, je vais mettre fin à la séance retransmise. Je vais remercier donc toutes celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et donc, vous donner rendez-vous l'année prochaine. Vous souhaitez de belles fêtes de fin d'année, en famille, avec vos proches, avec les êtres chers. Et je peux vous donner déjà
une date pour... Alors je rappelle que les dates de conseils municipaux sont des dates prévisionnelles, qu'elles ne sont pas gravées dans le marbre et qu'elles peuvent être amenées à changer en fonction de la vie municipale et des besoins en délibération qui peuvent s'annoncer. Donc là, je vous donne pour l'instant, juste pour ceux qui nous regardent de loin, la date du prochain, ça sera le 25 janvier. Jeudi 25 janvier. Sauf changement de dernière minute. Voilà. Je vous remercie et je mets fin à la retransmission. Bonne soirée à tous.